Bonjour, merci d'avoir été très généreux hier avec le Téléthon qui s'est terminé il y a quelques heures. C'est pourquoi nous n'étions pas avec vous hier matin. Mais on se retrouve avec un invité sur ce plateau que je vous présenterai dans quelques instants. Vous savez, on a l'habitude d'un petit retour en arrière. Si vous n'étiez pas là le week-end dernier, c'était le chef Marc Vera qui était notre invité samedi. Et dimanche, Elisabeth Badinter. Il a toujours un chapeau sur la tête, c'est un chef et c'est Marc Vera qui est avec nous. Pourquoi on vous surnomme l'enfant terrible de la gastronomie? Déjà adolescent un peu rebelle, au bout de 3 mois, eh bien, je suis mis dehors de l'école hôtelière. Et mon père vient me chercher, me dit « Décidément, tu feras toujours honte à la famille. » Et je peux vous dire... C'est violent, ça. C'est une violence. Mais c'est d'une violence extrême. Pourquoi, Marc Vera, vous repartez à la chasse aux étoiles, puisque c'est si douloureux? Parce que je suis orphelin de tout ça, madame. Je ne peux pas passer de cette pression, je ne peux pas passer de cet amour que j'ai pour la clientèle. Donc vous êtes maso? Oui, je suis maso, oui, mais j'ai besoin de ça. Vous êtes partisan du bio? Bien sûr, je suis partisan du bio, je suis partisan des produits naturels, de terroir, avec des gens qui travaillent avec le cœur. Parce que le vrai terme biologique est... Aujourd'hui, il est galvaudé et dénaturé. On le sait très bien, ça vient de l'extérieur. Donc, attention. Mais par contre, si vous allez chez des vrais paysans qui travaillent avec le cœur, c'est formidable. Alors, on se dit, le montagnard, il va prendre des moufles et il va nous préparer une assiette. Qu'est-ce que vous me faites faire, là? Voilà. Ah ben, je fais un sous-bois. Tiens, voilà. Après, un œuf. Avec des gants. Ouh là 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 là. Ouh là. Oh là là. Oh là 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 là. Franchement, vous êtes terrible. Quelle est votre part d'ombre? De ne pas avoir su dire suffisamment à mes parents « je vous aime ». Votre achat le plus fou? Ma mule. Parce qu'une mule, c'est un peu comme un chef de cuisine. La mule, elle a besoin d'être entourée. Elle a besoin d'être aimée. Vous savez que c'est un des rares animaux qui peut se laisser mourir de chagrin par solitude. Il faut le savoir. Bonjour Elisabeth Badinter, vous venez me rejoindre s'il vous plaît? Avec plaisir. À quoi ressemblaient les dimanches d'Elisabeth Badinter quand elle était petite? Mon père nous emmenait au cinéma Ah, l'après-midi. Et même une fois, il nous a emmenés dans un film qu'il croyait historique, sur Néron. Et c'était un film, je dirais pas pornographique, mais enfin, à l'époque, impensable. Et quand il y avait une scène qui était jugée osée, il étendait ses mains comme ça, parce qu'il y en avait 2 ici, pour pas qu'on regarde. Quelle est l'avancée sociale et sociétale dont vous êtes vraiment la plus fière? Si j'ai aidé à décomplexer un certain nombre de femmes qui sont mères, ou un certain nombre de femmes qui n'ont pas voulu d'enfants, j'en serais vraiment très fière, très heureuse. La crise économique touche davantage les femmes que les hommes. Vous l'avez ressenti ces dernières années? Et comment? Et je dois dire qu'on puisse aujourd'hui reparler de l'avortement, que ce soit en Amérique ou en France, c'est quand même les femmes qui sont en première ligne. Si vous voulez, les grandes féministes, je pense à Simone de Beauvoir, je pense aussi à Benoît de Groult, ont toujours averti, les droits des femmes doivent être constamment défendus. Est-ce que votre mari, Robert Badinter, est féministe? Oui, incontestable. Ça se traduit en premier par le fait qu'il me fait passer avant lui. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé. Et je vais vous dire, un homme qui est si heureux quand il arrive quelque chose d'heureux à sa femme, pour moi, c'est un féministe. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Je regarde tout en un seul regard. Si vos petits-enfants vous demandaient la définition de l'amour, C'est d'avoir toujours follement envie de tenir la main de quelqu'un. est-ce que vous auriez aimé naître homme? J'aime beaucoup être née femme parce que c'est vraiment le 20e et l'époque actuelle qui est le siècle des femmes.
Donc, au contraire, c'est un plus aujourd'hui d'être une femme. Merci à Marc Vera et Elisabeth Badinter. Alors, qui est l'invité ce matin de Thé au Café? Vous allez vous présenter. Quelle est votre profession, s'il vous plaît? Artiste, en somme. Votre situation familiale? Célibataire avec 3 enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Travailler. Et une devise? Encore. Votre prénom et votre nom? Frédéric Mitterrand. Merci Frédéric Mitterrand de venir me rejoindre, un homme de culture, c'est successivement animateur de télévision, écrivain, producteur, réalisateur, ancien ministre de la Culture et il publie Mes regrets sont des remords chez Robert Laffont. Bonjour. Bonjour Catherine. Est-ce que vous êtes d'humeur aujourd'hui badine ou grave? Je suis en général d'humeur badine. Alors en face de vous, je le serai encore un peu plus, j'espère. Chouette. On va passer une heure sympa alors. J'espère. Bon, J'espère qu'elle le sera pour vous, pour les spectateurs. Parce que certains disent « Oh, Frédéric Mitterrand, il est austère, il peut être grave. » Non, je peux être grave quand j'écris, par exemple, ou quand je fais... Je suis grave quand je fais mon travail. Quand je fais des choses qui accompagnent le travail et qui me permettent de rencontrer des gens différents de moi, en général, je suis assez badin. C'est vrai que vous connaissez le mot plaisir, tout de même. Hein? Oui, le plaisir, oui. Alors, moi, j'ai découvert dans ce livre, en fait, que vous n'étiez pas sado, mais que vous étiez plutôt maso. Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Oui. Mais bon, je ne suis pas vraiment maso non plus. Simplement, j'essaye d'être lucide. Alors, lucide quant à mes propres défauts. Si c'est du masochisme, bon, ben, soit, je suis maso. On y reviendra bien sûr tout au long de cette émission. On revient un tout petit peu en arrière, on aime ça. Est-ce que vous regrettez, vous, les dimanches de votre enfance? Pas vraiment, parce que je l'ai passé souvent avec ma mère, avec... Oh, ça c'est mignon, ça. Vos garçons, Je n'ai pas l'air de regretter quoi que ce soit, là. Un petit ange? Oui, un petit ange. Ouais, vous avez bien changé, hein? Non. J'ai gardé un côté angélique, vous savez. Non, ça c'est moi, mais alors là, je suis encore un peu plus jeune. Oui. Avec mes 2 frères et ma mère, qui étaient jolis, non? Oui. À quoi ils ressemblaient ces dimanches? C'était joyeux ou pas? Patinoire le matin. Hein, systématiquement? Oui, très vite, très vite. J'adorais ça. Et puis la messe aussi, bon, parce que c'était quand même une enfance très catholique. Et puis sans doute l'après-midi, le cinéma. Le cinéma au petit cinéma des Champs-Élysées qui coûtait, je me rappelle, 3,50 francs à l'époque. Vous avez grandi dans le 16e arrondissement. Quand vous fermez les yeux, quelle est la première image comme ça qui vous revient en boomerang? Ma mère marchant avenue Victor Hugo. Et je peux vous dire que c'était une jolie image. Très jolie. Vous étiez amoureux de votre mère? Non, je n'étais pas amoureux, j'étais attaché, profondément attaché à ma mère. Et j'étais amoureux. Amoureux, c'est une chose différente. J'étais très profondément attaché à elle. Mais j'étais attaché à mes parents. Et quand je dis mes parents, c'est un peu compliqué, puisque j'étais attaché à mon père et à mes beaux-pères, puisque ma mère s'est remariée plusieurs fois. Et puis j'étais attaché énormément à mes frères aussi. Et ça, c'est un attachement qui perdure. Il y avait des interdits, des tabous chez vous? Aucun. On parlait de tout? On parlait Bon, on ne parlait pas des choses dont on ne parle pas aux enfants, donc en général. De sexe? Oui, non, mais d'amour, on parlait. Il n'y avait pas de préjugés. Il y avait juste un point sur lequel... et ma mère et mon père, bien que séparés et en même temps se voyant beaucoup, toujours, étaient très stricts, c'était qu'il fallait travailler. Il fallait être bon en classe. Mais par exemple, votre mère, est-ce qu'elle parlait de Jeanne Deloncle? Elle parlait d'Eugène Deloncle, oui, de temps en temps. Et de temps en temps... On rappelle qui c'est. Hein. Oui, Eugène Deloncle était un fasciste, au fond, qui était le créateur de la cagoule. D'extrême droite. Oui, fasciste, organisant des complots avant la guerre. Et alors, ma mère avait beaucoup vécu avec lui, puis c'était son oncle. Et son oncle par alliance, mais son oncle. Et elle était toujours très négative. Mais c'était un secret de famille? Non, c'était pas un secret. C'était pas un secret pour la raison très simple qu'elle portait un jugement négatif sur lui. Donc c'était pas quelque chose dont elle pouvait avoir honte, puisqu'elle s'en était délivrée. Comment, Frédéric, à 12 ans, vous vous retrouvez dans un casting d'un film, d'un long métrage? Oui, j'ai lu une petite annonce et j'y suis allé. Mais on a peine à le croire. À cette période-là, seul, sans la présence de vos parents. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que c'est gonflé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu le rôle. Parce que tous les autres enfants qui étaient candidats avaient leurs parents avec eux, et moi j'étais tout seul. Donc ils ont quand même des assistants, enfin tous ces gens étaient un peu surpris. Et puis bon, je suis revenu pour les autres éliminatoires, je crois que j'en ai fait 2 ou 3.
Puis à un certain moment, ils m'ont dit, il faudrait quand même qu'on contacte tes parents. Comment t'appelles-tu? Parce que je n'avais pas dit comment je m'appelais. Et j'avais dit un autre nom. Et à ce moment-là, bon, le pot rose a été découvert. J'étais très, très docile, très sage. Il n'y avait pas de problème. Et en même temps, j'avais mon petit monde à moi qui était assez éloigné, semble-t-il, de la vie familiale. Et avec quand même comme partenaire dans ce film Michel Morgan et Bourvil. C'était merveilleux. Maurice reste ici. Je vais regarder par la fenêtre, d'ici on voit rien. Le train, c'est comme si on allait en vacances. T'as été à la mer? Non. T'as jamais vu la mer? Non. Moi, je vais aller sur la côte d'Azur. C'est chouette. Et la montagne, t'as déjà été? Non. T'as jamais vu une montagne? Bah non. Moi, je suis allée sur les Alpes, à Megève. C'est chouette. Tu sais skier? Hein? Non. La neige, c'est chouette. Je parie que t'as jamais quitté la France. T'as gagné. Moi, je suis allée en Angleterre. Tu sais l'anglais? Non. Et toi, tu sais combien d'appartements en France? 90? Oui. C'est vraiment le sale gosse. Oui, c'était un sale gosse. Oui. Je n'étais pas comme ça dans la vie. J'étais beaucoup plus poli quand même, plus attentif aux gens. Vous dites que vous n'avez pas été bon comédien, là, que vous auriez pu Je n'ai l'être pas été un très bon comédien. si le réalisateur avait été plus sympa avec vous. Pourquoi? Ouais, il n'était pas très sympa. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Bourvil, il vous a aidé dans cette scène? Bourvil était merveilleux. Bourvil me protégeait beaucoup, le réalisateur, qui était par ailleurs un assez bon réalisateur. Alex Joffé. Ouais, pas mauvais, mais je ne sais pas, il n'aimait pas les enfants peut-être. Et en tout cas, Bourvil était incroyablement secourable. Mais Michel Morgan aussi. Hein. J'ai eu une chance incroyable d'être auprès de ces deux monstres sacrés qui étaient des gens vraiment ayant énormément de cœur. Alors, Michel Morgan, ça s'expliquait aussi parce que c'était l'époque où elle n'avait plus son fils. Et donc, il y a eu une sorte de fixation. Et elle était Elle a fait un transfert sur vous. Petit transfert, mais elle avait je lui rappelais quelque chose en tout cas. Et donc, elle me traitait avec beaucoup de tendresse. Et quant à Bourvil, il me traitait comme un copain. Donc, j'étais dans sa loge, on faisait des croisés ensemble, il me racontait des histoires. Je l'adorais. C'était un homme merveilleux, merveilleux. Ça, c'est le début. La suite nous est racontée par Alexandra Garde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour Frédéric Mitterrand. Votre vie est faite de passion, de trahison et de rebondissements. Elle est comme une super production qu'on pourrait illustrer en 5 films cultes. Fasciné par le 7e art, vous investissez tout jeune votre fortune pour restaurer les cinémas olympiques et créer un concept d'art et d'essai différent. Car déjà, Frédéric Mitterrand se distingue. C'est une réaction contre les KGB, où les gens sont entassés à 150 dans des petits coins pour voir des films sur des timbres-poste. Une première expérience cinématographique qui vous ruinera. Plus de 4 millions de dettes et c'est la pub qui vous sauvera. Reprise 5 000 et 6 000 francs minimum. Ne manquez surtout pas cet événement. Mais l'aventure cinéma, heureusement, ne s'arrête pas là. Je fais mon premier film à 34 ans, ce qui est assez tard. Et vous en réaliserez 3 dans le beau succès Madame Butterfly. Vrai baiser de cinéma, et ça dure, et ça dure. Homme de cinéma et de télévision, vous êtes aussi un présentateur atypique, passionné par les grands de ce monde. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Parfois bien et parfois moins bien. Les abonnés. Mais en une vingtaine d'émissions, vous laissez une vraie empreinte vocale et toujours cette même impertinence. Le monde du cinéma, c'est un monde difficile. Les producteurs perdent de l'argent. Et puis les stars, elles vieillissent. De la télévision à la politique, rien d'étonnant quand on s'appelle Mitterrand. Mais vous y rajoutez quelques rebondissements. Grand admirateur de votre oncle, vous soutenez pourtant publiquement Jacques Chirac en 95. Ce Mitterrand, elle est finie. C'est horrible à dire, c'est très douloureux, c'est comme ça. Et acceptez même d'être le ministre de la Culture et de la Communication de Nicolas Sarkozy en 2009. Sarkozy a bien été ministre autant que Mitterrand. Éternel voyageur, on peut vous croiser en Tunisie, en Italie, où vous dirigez la Villa Médicis pendant près d'1 an, mais aussi en Thaïlande, si l'on en croit vos révélations sexuelles en 2005 dans l'autobiographie Mauvaise vie. Alors, voyageur, écrivain, présentateur, réalisateur, ministre, votre vie ressemble-t-elle plutôt à l'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock ou à l'homme qui en faisait trop? C'est drôle. L'homme qui en faisait trop. Non. Est-ce que vous pensez que vous en avez fait trop? Non, on n'en fait jamais trop. Est-ce qu'il n'y a pas eu une caricature aussi, Frédéric Mitterrand? Il y a une caricature qui s'est installée. Hein. Alors, le bouffon, rentemplant, celui qui ne sait pas quoi choisir. Mais vous en avez joué aussi. Oui, j'en ai joué parce que je pense qu'il ne faut pas... c'est pas gênant. Enfin voilà, il n'y a aucun problème. Comme vous avez eu plusieurs vies, quelle est la période que vous aimeriez revivre?
La période que j'aimerais revivre, peut-être la Villa Médicis. Ah oui? Oui, parce que Pourtant, c'était ça n'a pas vraiment duré intéressant. longtemps. Hein. Ça a duré un an, Non. oui. Et je m'entendais merveilleusement bien avec les gens qui travaillaient à la villa. J'avais beaucoup d'admiration pour eux, pour leur dévouement. Et donc, c'était comme une famille qui s'est créée. Ça, c'était une période très belle. Alors, vous parlez de famille. Est-ce qu'il y a une famille à la télévision? Une famille à la télévision. L'esprit de famille, c'est bien connu. En tout cas, j'en suis orphelin pour l'instant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça depuis assez longtemps, parce qu'il y a eu quand même aussi un moment provoque quand vous recevez évidemment le 7 d'or. C'était en décembre 90. Oui. Je prends ce 7 d'or et puis je le mets là où se trouve le service public, c'est-à-dire par terre. Oui, bon. C'est une provoque, ça. Bah, c'est pas une provoque, c'est une réaction assez humaine, puisque j'avais 3 émissions qui venaient de sauter à la semaine. Donc il n'y avait plus rien. Et puis on m'avait dit, bon, mais on va vous trouver quelque chose d'autre, vous inquiétez pas. Mais ça, on le dit à tout le monde. Oui, enfin bref, j'étais naïf. Bon, bah, Oui. voilà, ça s'est passé. D'ailleurs, vous dites que vous l'avez regretté. Je ne l'ai pas regretté, mais je l'ai payé cher. Ah oui? C'est pas pareil. C'est-à-dire? Ah bah, c'est-à-dire qu'on me l'a beaucoup reproché. Donc on a fait barrage derrière. Non, on n'a pas fait barrage, je ne suis pas parano non plus. Mais disons qu'il y a un certain nombre de gens pour qui Frédéric Mitterrand, le type incontrôlable, pour qui ça s'est avéré encore plus exact. Ce qui est faux, en fait, parce que je suis quelqu'un de fiable. Mais voilà, j'étais un peu prisonnier de cette image. Vous avez connu, vous, des grosses périodes de doute, tout le temps. de dépression même? Oui, de tout le temps, oui. Comment on en guérit? En travaillant, en fait, mais j'ai pas le culte du travail, là, je parle que de ça depuis le début, mais en faisant des choses et en se disant que il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est d'essayer d'analyser ce qui se passe pour avoir les problèmes en face de soi et pas les traîner derrière soi. Et c'est déjà mieux, on classe comme ça. Et la deuxième, pour se dire que la vie est un trampoline, que de toute façon, on rebondit toujours et que forcément, on en sortira. Mais sur le moment, on a du mal. On a du mal à se dire ça, parce que quelquefois, il y a des moments très, très sombres. Je pense très souvent à Dalida, par exemple, qui a traversé des périodes comme ça, est remontée, et puis à un moment a été emportée. D'ailleurs, vous dites dans le livre que vous auriez dû l'aider, la soutenir à ce moment-là. J'aurais dû, oui, mais comme quand tous les gens se suicident, on fait partie... Culpabilise. On culpabilise. On dit, j'aurais dû, si j'avais su, j'ai bien senti à ce moment-là, mais on n'a pas assez senti. Après Léon Zitrone, vous, quel est celui qui prend le relais pour raconter comme Stéphane Bern. Vous le faites bien, c'est Stéphane Bern. Avec beaucoup de talent, et une très grande générosité, une très grande gentillesse que les gens sentent. La gentillesse de Stéphane Bern n'est pas fausse, elle est vraie. Et ça, je pense que les gens le sentent. Je vous présente 3 photos. Regardez ces 3 photos dans votre écran, là. Je voudrais qu'à partir de ces 3 photos, comme ça, en 1 minute, vous me racontiez la vie de cette personne. Alors, cette personne, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est auprès de sa mère, attaché à sa mère profondément. Et sa mère est fière de cet enfant. Elle regarde l'objectif en le montrant vivement. Ensuite, cet enfant est avec son père et sa mère. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est peut-être pas un autre homme dans la vie de sa mère? On ne sait pas. Il se tient un petit peu en retrait et la mère a l'air intimidée. L'enfant ne le voit pas. L'enfant les regarde tous les deux. On ne sait pas celui qu'il va choisir. Et enfin, l'enfant est seul avec sa mère. C'est comme ça que souvent ça se termine. Il ne faudrait pas que ça devienne non plus une relation trop intense qui ferait que l'enfant deviendrait l'homme de sa mère. Ça vous va comme ça? Pas mal. Et vous savez de qui il s'agit? Non. C'est quelqu'un de connu, c'est Michel Larocque. Ah, c'est formidable. C'est amusant. Ça s'est pas passé comme ça. Oui, il y a toujours une part de mensonge dans la vérité. Mais c'est bien l'impro, ça vous plaît? J'adore ça. Ouais. C'est un exercice un peu grisant? Oui, c'est-à-dire que oui, c'est bien. Non, ce qui est grisant, c'est quand vous êtes en face d'un auditoire qui ne vous est pas du tout acquis, qui vous est quelquefois hostile, et qu'en ayant 90% de vérité et 10% d'habileté, vous arrivez à le conquérir. Ça, c'est assez excitant. Pas par orgueil, mais parce que vous avez des convictions que vous essayez de faire partager. Si c'est par orgueil, vous ratez. Si vous avez quelque chose vraiment à dire, ça passe. Est-ce que vous êtes menteur dans la vie? Non, très peu. Mais dans le monde politique, il faut l'être, non? Moi, j'ai rencontré des hommes politiques qui mentaient très très peu.
il faut être quelquefois habile ou rusé. Il est possible que François Mitterrand ait été quelquefois menteur, c'est pas impossible. Mais ça, c'est la ruse, l'habileté. Mais je pense que tous ses adversaires ont toujours négligé le fait qu'il y avait un socle moral très très solide chez lui, qui datait de son enfance, et qui fait qu'il ne mentait pas sur l'essentiel. Ça m'a toujours frappé chez lui. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même en politique? L'opiniâtreté. Mais j'étais déjà opiniâtre, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment capable de l'être. Parce qu'il y avait des moments qui étaient difficiles quand même. Une période grisante, sans doute, puisque après, vous l'expliquez, vous aviez quand même des moments de baby blues. Ah oui, c'était très difficile après. Mais c'est dû à quoi? Parce que le pouvoir, qu'est-ce que ça apporte? L'influence. L'influence, quand même, vous le sentez. Donc un rapport de force, alors? Non, l'influence, c'est pas un rapport de force. L'influence, ça s'acquiert aussi par la confiance que les gens, que vous inspirez aux gens. Moi, j'ai les deux. Hein. Oui, mais moi, je suis pas du tout... Vous n'êtes pas dominateur? Non, ça sert à rien de commander. Si vous commandez, les gens vous disent oui, ils ne le font pas. Ce qu'il faut, c'est convaincre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut essayer, quand on est ministre, de l'être longtemps. Parce que comme ça, on arrive à convaincre. Tant que vous commandez, les gens vous disent oui, et puis ils en font qu'à leur tête. Non, si vous arrivez à les convaincre, à ce moment-là, ils vous suivent. Vous en avez abusé, vous, du pouvoir? Non, pas du tout. Pas du tout, alors vraiment pas du tout. Et le baby blues, c'est pas parce que vous n'avez plus une voiture et que vous prenez le métro, c'est pas ça du tout. Le baby blues, c'est parce que vous voyez des choses qui se font et vous ne les auriez pas fait de la même manière et vous n'y avez plus accès. Vous voyez des gens que vous estimez qui sont rejetés et vous dites il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, etc. etc. Vous affirmez d'ailleurs aussi ce passage au ministère, ça vous a bloqué après, derrière. Ça m'a pas mal bloqué, oui. Ouais. 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 L'avenir était fermé. Mais oui, l'avenir est fermé parce que les gens que vous allez voir, vous n'y pensez pas. Mais vous le lisez dans leur regard. Ils ne vous voient pas comme quelqu'un de normal, ils vous voient comme un ancien ministre. Et donc, ça devient compliqué. Alors que moi, je n'ai jamais joué ça. Mais je suis bien obligé de constater que c'est un fait, que la plupart des gens que je vais voir, à qui je demande quelque chose, car dans la vie, il faut toujours demander pour obtenir, eh bien, ils me regardent comme un ancien ministre. Et vous dites à la télévision, je suis hors des radars, il y a un problème d'âge certainement, mais le ministère a tout napalmé. Quand les gens de télé me voient arriver dans leur bureau, ils ne savent plus où me mettre. Voilà, ouais. Et l'on me prend souvent pour un charlot et j'en souffre. Mais oui, c'est vrai. On a du mal à le croire. Hein. Mais pourtant, c'est la vérité. Avec le nom, l'expérience. Oui, mais ça, c'est une chose extraordinaire. On croit toujours ça. Mais en fait, non, on est très seul et on se défend comme on peut. Et... Vous auriez préféré vous appeler Dupont? Ben non. non, parce que le fait de s'être appelé Mitterrand, c'était un énorme avantage et un désavantage. Un énorme avantage parce qu'on va plus vite, les gens s'intéressent, sont curieux, etc. Et un désavantage parce que si vous faites des bêtises, vous êtes puni beaucoup plus vite. Voilà. Et qu'on orthographie mal votre Il patronyme. manque tout le temps un R. C'est ça, ou un T. Et les gens de droite disent Mitterrand. Quand quelqu'un avait dit bonjour, monsieur Mitterrand, même s'ils sont très aimables, je sais qu'ils n'aimaient pas beaucoup l'oncle. Alors, il y a votre nom aussi qui a circulé pour reprendre le festival de Cannes. Vous étiez candidat, vous? Mais non, il n'a jamais été question. Mais ça aurait été bien. Il n'a jamais été question. Ah non, ça n'aurait pas été bien. Moi, je n'ai pas du tout envie de faire le grand chambellan des stars de cinéma, non. Ah bon? Oui. Moi, je vous y voyais. Mais oui, peut-être, mais non. Moi, je n'ai pas du tout envie. Moi, j'ai envie de faire des films plutôt que de monter les marches. Et même s'il faut monter les marches, je les montrerai. Mais ce qui est important, c'est le film. Vous dites souvent aussi que vous regrettez un peu le cabotinage, parce que c'est vrai que vous aimez bien ça ça. M'amuse. Moi, je suis un petit animal de cirque. J'aime bien quand la lumière s'allume. Et que parfois, vous blessez. Mais pas beaucoup. Je blesse pas beaucoup. Et alors, vous écrivez pour vous excuser? Je m'excuse pas. Non. Je m'excuse pas, je ne demande pas pardon. Mais vous écrivez. Pas. Vous dites quoi dans les lettres? Dans les lettres? Ouais. Ah oui, bah, chaque fois. Vous excusez? Ah ben quand je fais quelque chose de mal, oui. Quand je fais de la peine à quelqu'un, oui. Et je fais attention d'ailleurs, je fais des belles lettres. Parce que je mets du temps à les faire. Mais vous avez écrit ainsi à qui? J'ai écrit à Lionel Jospin, par exemple, envers qui je trouvais que j'avais été mal élevé. J'ai écrit à Nicolas Sarkozy, parce que je me suis moqué de lui dans une émission de télévision. Et je trouvais que c'était honteux de ma part de me moquer de quelqu'un qui m'avait fait l'honneur de me nommer ministre. J'ai écrit, pas plus tard que hier, j'ai écrit à un ancien ministre
qui m'ont reproché quelque chose qu'il avait raison de me reprocher. Bon, mais j'écris aussi à des gens très très modestes. Hein. Mais parce que je pense que c'est très important d'écrire. Maintenant, les gens envoient des mails, ça n'a plus autant d'importance. Quand vous recevez une lettre, de quelqu'un, qui est une lettre un peu pensée, à l'idée que la personne a pris du temps à poser un timbre, à apporter à la poste, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus sincère. Vous lui avez écrit à Nicolas Sarkozy un mot de soutien depuis son élection? Non, je n'ai pas écrit un mot de soutien, parce que dans la lettre d'excuse que j'ai envoyée, je lui ai dit que j'avais changé de camp, que j'étais entré à la maison. Mais en revanche, je lui ai dit que je regrettais de l'avoir brocardé très peu, hein, mais quand même, je n'aurais pas dû le faire. Et je lui ai écrit encore tout récemment pour lui dire que j'avais trouvé son discours très émouvant et que voilà, et que j'avais, comme beaucoup de citoyens français, de l'estime pour lui. Ça vous a plu, cette couverture de François Fillon en Margaret Thatcher? Ouais, je trouve ça très drôle, écoutez. Je trouve vous le connaissez bien, lui. Les gens de Libération sont très très doués quand même. Ce sont les seuls qui ont des idées comme celle-là. Hein. C'est un journal incroyablement inventif. Moi, je ne peux pas vivre sans Libération. Mais je vois que la question qui vous intéressait, c'était de savoir... Peut-être. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez raison. Vous avez raison. C'est l'actualité. Oui, mais bien sûr. Écoutez, moi, j'ai été ministre d'un gouvernement dirigé par François Fillon. Il a été pour moi un Premier ministre impeccable. Il a été bienveillant, attentif, fiable, compétent. Enfin, oui, mais ça vis-à-vis de vous. Bah oui, mais enfin bon, ouais, mais vous me demandez à moi. Bah, ça, après, c'est aussi un citoyen. Ça relève de la politique, on verra. Je ne sais pas encore. La seule chose que je pense qui est possible, c'est que l'irruption de François Fillon va faire perdre un certain nombre de points à l'extrême droite. Et s'il y a un point positif, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais un premier point positif, c'est celui-là. Ça réserve... Et je n'ai pas de haine contre l'extrême droite non plus. Hein. Simplement, je dis que je ne souhaite pas que l'extrême droite soit présente au deuxième tour des élections présidentielles. Ça réserve à François Fillon sur l'adoption plénière, vous qui avez adopté 2 enfants. Je n'ai pas adopté, je les ai recueillis, ce qui n'est pas pareil. Mais bon, il a une justification. Pour les couples homosexuels, hein, bien sûr, oui, je précise. Hein. Je voudrais l'étudier, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de jugement. Vous craignez pas, vous, d'être un peu girouette, maintenant vous soutenez François Hollande? Mais je suis une girouette, c'est ça qui est terrible. Mais je suis comme beaucoup de Français. Hein, je suis comme beaucoup de Français, c'est ce que disait Edgar Faure, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. C'est terrible, je sais, mais je pense que je suis comme beaucoup de gens. D'un côté, je ne peux pas supporter le Hollande bashing, que je trouve nul, et dont je trouve qu'il abaisse les gens. Vous n'avez pas signé la pétition? Mais non, parce que je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais je l'aurais vous l'auriez fait? Je l'aurais signé, oui. Et donc je trouve ça moche. Moche pour l'homme, moche pour la fonction, injuste, etc. Bon. Et par ailleurs, j'ai très bien connu, mais c'est un dilemme effrayant, j'ai très bien connu François Fillon et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Alors voilà, j'attends pour l'instant. Ah, c'est le grand écart quand même. Bah oui, c'est le grand écart. Mais, mais voilà. Donc vous espérez que François Hollande... Non, j'espère rien, j'attends pour l'instant. Ah, j'espère qu'il sera candidat. Ah oui, j'espère absolument qu'il sera candidat, parce que je pense que ce qui est souhaitable, c'est quand même celui qui, compte tenu des circonstances, et nous les connaissons, est le plus à même de rassembler, si possible, ce qui reste de la gauche. Et on a intérêt à avoir, aux élections présidentielles, un projet de droite conséquent et un projet de gauche conséquent. Ça, c'est vraiment de la politique pour des gens raisonnables, et non pas les cris des uns et des autres et les appels à la violence ou à la haine. Bon, retour à la maison, vous le disiez, d'autant que là, vous êtes en train de réaliser un documentaire et vous êtes au montage sur l'enfance de François Mitterrand. Alors, on a passé un moment avec vous au montage, mais aussi chez vous. Alors, Oui, je sais. C'est Philippe Aiguepers et Loïc Baffier qui ont sonné à votre porte. Et voilà comment vous leur avez ouvert. Pourquoi? Bonjour. Si c'est pour les anciens présentateurs, j'ai déjà donné. Hein. Bonsoir. Allez, au revoir. À quoi ça ressemble du côté de chez Fred? À quoi ça ressemble du côté de chez Fred? Ben, venez voir. Il y a des livres, beaucoup de livres. Voilà, il y a des photos aussi, des souvenirs, des choses comme ça. Je vous reçois dans ma chambre parce qu'autrement, c'est un peu encore en désordre. Je suis surpris de vous voir avec un grand lit et un petit bureau. Ben, le grand lit, il n'y a personne dedans sauf moi. Je suis seul. Et le petit bureau, ben, il y a beaucoup de gens qui sont installés sur ce bureau. Donc vous voyez, c'est ça le paradoxe. Un grand lit vide et un bureau très plein. Je suis seul, les esprits.
Vous êtes un homme solitaire? Assez solitaire, oui. Enfin, j'ai des amis, j'ai des frères que j'aime beaucoup, j'ai des enfants que j'aime aussi beaucoup. J'ai un petit-fils dont vous voyez la photo, là. Enfin, mes enfants sont très importants pour moi. Je pense qu'ils n'ont pas été du tout gênés par ma vie privée, personnelle. Et si je juge par la relation qu'ils ont avec moi, je pense qu'ils n'ont pas été trop malheureux. Vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment? Comme d'habitude, semi-dépressif, mais ça va. Vous vous soignez? Mais je travaille. Voilà. Là aussi, vous avez des livres. Vous avez tous les livres aussi pour le prix Médicis. C'est simplement une accumulation de souvenirs, de choses auxquelles je tiens. Est-ce que vous êtes nostalgique? Non. La nostalgie, c'est de penser que le passé était mieux que maintenant. Mais ça, je ne crois pas du tout. Je suis comme la reine d'Angleterre, vous savez, il paraît qu'elle coupe toutes les lumières à Buckingham. Vous faites quoi, là, maintenant? Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller au montage, là. Et c'est parti. Voilà. Si ces messieurs veulent bien se donner la peine de monter dans mon carrosse. Il y a des feuilles mortes, elle est sale, enfin bref. Ça change de votre voiture de fonction quand vous étiez ministre, non? Arrêtez de poser des questions idiotes. Quelle vie vous avez à Paris? C'est une vie très... comme un vieil étudiant. Je travaille énormément, alors j'ai pas beaucoup de loisirs. J'ai une vie qui est assez difficile, hein, faut pas croire. J'ai tout le temps des problèmes d'argent. Je suis assez dépensier, malheureusement. Pas pour moi, pour tout le monde. Qu'est-ce que vous ne supportez plus à Paris? La fermeture des voies sur berge. Je trouve que c'est une folie. La dictature des écolos. Alors regardez, ça c'est les bagnoles de la Fourrière. Ils se déplacent dans Paris comme des escouades fascistes. Ils sont épouvantables. Hein. Ça, c'est ce que j'aime plus dans Paris. Mon petit camarade du matin, bonjour. On arrive à la salle de montage. Je ne fais pas l'actrice, c'est pas la peine. Alors là, je fais un film sur l'enfance de François Mitterrand. J'ai l'avantage de travailler avec des gens qui ont la patience de supporter mes caprices. Vous en avez beaucoup? Il faudra lui demander à elle, mais elle ne va pas vous répondre parce qu'elle est là pour travailler et pas pour faire la belle à la télévision. Elle s'en fiche. Elle est intègre, elle. Tu as réussi à retirer les dates? Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas... Rempli de désillusions amoureuses? Oui, la désillusion amoureuse, ça c'est un état... Depuis longtemps. C'est un état assez constant, il faut bien reconnaître. Mais le sexe, quand même, c'est ce qui a motivé votre vie. Non. Non. Je pense que c'est important dans ma vie, comme dans la vie de tout le monde, pas dans la vôtre. Vous en parlez quand même pas mal. Non, mais vous en parlez pas mal. Mais j'en parle, oui, parce que c'est une chose qui est importante dans la vie. Écoutez, toute la littérature, est-ce que c'est pas important dans Racine? Est-ce que c'est pas important dans Molière? Est-ce que c'est pas important chez Voltaire? Je prends les grands noms, là. Est-ce que c'est pas important dans les chansons? Est-ce que c'est pas important partout? Vous avez été malheureux ou en amour? Oui. Oui. Essentiellement. Ah oui? Oui. Majoritairement malheureux. Oui, il y a eu des coups d'illusions lyriques, mais enfin, ça a toujours été bref. Mais comment vous l'expliquez? Alors, je l'explique. Il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup de choses qui sont dans le livre. C'est un peu difficile de l'expliquer. Là, vous voyez, comme quoi, à la télévision, comme ça. Menant une vie sentimentale différente de la norme communément admise, je pense que je... C'est-à-dire aimant les deux sexes? Oui, aimant plutôt les garçons même. Autant dire les choses comme elles sont. Je ne m'empêche pas d'aimer les femmes. J'aime énormément les femmes. C'est une situation. Mais pas le sexe avec les femmes. Voilà, il y a un truc qui me bloque. C'est embêtant. Oui, c'est embêtant quand même. C'est embêtant parce que ça crée des sensations... ça crée des tas de court-circuits, parce qu'il y a des tas de femmes avec qui j'aurais aimé vivre, vraiment, profondément. Et qui auraient sans doute aimé vivre avec moi, et puis ça n'a pas marché. Et par ailleurs, pour le reste, le sentiment de culpabilité, sans doute, ou le sentiment de ne pas trouver bien mes marques. Culpabilité de quoi? Je suis d'une autre génération que vous, Catherine. C'est une génération où ces choses-là étaient... C'est une génération où ces choses-là étaient encore très, très mal vues. Et j'ai sans doute intégré ça à la cour de l'école, en classe, etc. Et c'est resté. Et donc, j'ai jamais réussi à trouver mes marques
dans ce domaine-là. Par ailleurs, je n'ai pas du tout envie de faire partie d'une communauté. Ouais, c'est ce que vous dites. Je n'ai pas le côté... La communauté gay, non, le non, Marais... je n'aime pas les communautés, quelles qu'elles soient, Je conçois très bien que dans une situation de faiblesse et de difficulté, on se sente bien dans une communauté. Mais moi, pour toutes sortes de raisons, je vais m'en sortir seul. Peut-être que c'est un côté François aussi. C'était comme ça. Pourquoi, à un moment donné de votre vie, alors que vous avez déjà écrit beaucoup d'ouvrages, vous vous êtes dit, voilà, je vais raconter mes peines. Plus le temps. Il ne reste plus assez de temps. Ah. Donc je voudrais... Le temps étant très court. Oui, la durée qui me reste à vivre. C'est une sorte de testament ? Mathématiquement court. C'est pas une sorte de testament. Dès qu'on dit testament, il y a quelque chose d'un peu lourd et puis d'un peu christique comme ça. Et solennel, oui. Mais c'est un désir de mettre les choses honnêtes, oui. Je pense que pour le temps qui me reste, il faut, si possible, que je mette les choses honnêtes et que j'essaye de me... Par exemple, j'ai un regret dont je n'ai pas parlé dans ce livre. Je me suis mal comporté avec vous, par exemple. Je n'ai pas été gentil. Vous n'étiez pas très gentil non plus. Mais j'étais bien pire. Et je l'ai regretté beaucoup. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et en fait, c'était idiot. Sans doute aussi parce que vous étiez jolie et qu'il y avait un intérêt que je portais à votre physique, à ce que vous étiez, et que je vivais tout ça très mal. Et donc, vous voyez, c'est un regret. J'essaye de mettre les choses honnêtes. Je profite de cette émission pour mettre cette chose-là honnête. C'est surprenant, oui. Non, c'est pas surprenant. Si, c'est surprenant dans le cadre de l'émission, effectivement, que vous me disiez ça, parce que moi, j'ai effectivement pas un très bon souvenir. C'est vrai. C'était dans le cadre, on peut le dire aux téléspectateurs, c'était dans le cadre d'une émission. Oui, mais j'ai envie d'être sincère avec vous. D'une émission sur l'Afrique. Oui, j'ai envie d'être sincère avec vous. Et pour vous dire que c'est pas dans le livre, mais je le regrette. Et qu'à partir du moment où je vous le dis, je me sens un peu mieux. Et peut-être vous aussi, j'espère. Ça soulage. Est-ce que vous espérez aussi renvoyer en fait le lecteur à ses propres tourments? Oui, absolument. C'est pour ça que j'essaye d'écrire bien. Alors, est-ce que j'écris bien? Oui, j'écris pas si mal. Autant le dire, on sait très bien ce qu'on fait de bien ou de mal. Mais le désir d'écrire bien, c'est-à-dire de trouver les mots exacts et d'avoir peut-être les formes grammaticales qui font un peu comme des chansons dont on se souvient, et d'avoir des formules dont on se souvient. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'écrivain dont je cite là, dont je fais une citation dans la première page. Quelquefois, il y a des phrases qu'on entend, des choses que les gens vous disent, des choses que l'on lit, dont on se souvient et qui vous font du bien. Et c'est pour ça que j'essaye de transmettre avec ce livre un certain nombre d'expériences en me disant que beaucoup de gens ont vécu les mêmes. Vous êtes auto-censuré? Non. Non. Vous avez tout dit? Oh, oui, là, je crois que je suis tout ce que vous avez sur le cœur? Oui, là, je crois que je suis allé assez carrément quand même. C'est intéressant l'anecdote concernant Kadhafi. Oui, alors ça fait rire beaucoup de gens. Oui, mais c'est anecdotique. C'est amusant, oui, c'est amusant. Mais elle est amusant, réelle. enfin, l'histoire est triste, mais le regret que j'ai, c'est d'être allé l'interviewer, parce que franchement, j'aurais pu m'abstenir. Donc, 30 ans environ. Oui, et puis surtout d'avoir très maltraité le pauvre type qui m'avait entraîné dans cette aventure et qui lui essayait de gagner quelques pauvres sous en étant humilié par tout le monde. Et ça, j'ai beaucoup regretté. Après... Il vous fait des avances? Oui, Kadhafi, oui. Mais c'était mignon, vous avez vu, là. J'ai beaucoup vieilli, mais vous avez vu, il y a quelques images où... Voilà. Et alors, vous, qui êtes un peu un aventurier, vous regrettez de non, pas être allé jusqu'au bout? non, je suis parti, je me suis carapaté, comme on dit. Mais l'idée, j'ai trouvé l'idée amusante, l'idée de finir reine de Libye, ça aurait été amusant. Mais enfin, ça relève des provocations habituelles, des bouffonneries qui, en fait, ne concernent que l'aspect ludique de mon caractère. Mais pas mon caractère au fond. Mais comme quand vous parlez de Manuel Valls ou voilà, bon. de Macron... Écoutez, ce sont des choses auxquelles on pense. C'est-à-dire les fantasmes que vous pouvez avoir sur ces deux hommes. Oui, bon, c'est des choses auxquelles on peut penser. Et puis c'est assez bien aussi de j'aurais jamais dit ça du général de Gaulle. Ils se présentent tous comme des beaux mâles, les nouveaux Kennedy. Vous croyez qu'ils ne font pas attention à leur physique et à leur présentation? Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur dirait pas qu'on s'en est rendu compte? Voilà, on leur répond. On répond à une question qu'ils vous posent et qu'ils ne formulent pas. Et on formule la question et la réponse à leur place. C'est pas mal, non? Est-ce que vos frères ont lu ce livre? Oui, mes frères lisent tout ce que je fais et sont solidaires de tout ce que je fais, comme je suis solidaire de tout ce qu'ils font. Je les admire énormément et je les aime.
Jean-Gabriel, Oui. galeriste, Oui. et puis Olivier, qui lui a réussi dans l'immobilier. Ils ont lu votre livre et ils croisent leur regard sur vous. Ah, ça, c'est surprise. Ça. Frédéric est un frère exquis. C'est un frère qui est très attentionné. C'est un être complexe, affectif et intelligent, créatif. Il est différent et il assume sa différence. Il a une personnalité assez sombre, Frédéric. Il n'a pas une vie personnelle très épanouie, bien qu'il ait élevé 3 enfants avec lesquels il a des bons rapports. Mais le fond est quand même assez triste et on a envie de lui dire ne sois pas triste. Frédéric, sois heureux. Je ne pense pas qu'il ait une nature qui le prédispose totalement à un bonheur béat. Frédéric est quelqu'un d'austère. Dans sa vie, il est très frugal. Il n'a rien d'ostentatoire, il ne fait pas de dépenses. C'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour les marques de mode, pour le luxe. Oui, il est très austère. Frédéric est quelqu'un de foncièrement bon. Il s'est mis de temps en temps dans des situations impossibles où il recueillait des gens dans son appartement qui n'en partaient plus. Il est capable de faire des actions secrètes pour sauver quelqu'un ou pour aider quelqu'un dans une situation périlleuse. Oui, c'est quelqu'un qui a une grande civilité et qui est attentif aux autres. C'est un personnage de roman, Frédéric. C'est un personnage qui invente sa vie tous les jours. Il a ce contraste intéressant entre une rigueur universitaire et une fantaisie romanesque. Et les deux liés font, de temps en temps, c'est un peu une poudrière. Frédéric a un humour un peu dévastateur. Parce qu'il lui échappe des choses qui ne sont pas contrôlées. Pour faire un bon mot, il ne résiste pas. Et de temps en temps, il peut se mettre des gens à dos. Il peut être féroce dans ses jugements sur ceux qui l'ont blessé. Donc il a un sens de l'humour assez acerbe, mais en même temps assez, je dirais, désabusé. Comment il vieillit? D'abord, il ferait mieux de maigrir un peu. Il faudrait qu'il fasse un régime. Il ferait mieux de faire de l'exercice, de se soigner. Il faut qu'il s'occupe mieux de lui, voilà, sur le plan de sa santé et de sa vie personnelle. Hein, Frédéric, fais attention à toi, s'il te plaît. Merci à tous les deux. Oui. Touchant, rare de plus. Classique. Ils ont raison. Ils ont raison. Vous aimez pas tant que ça, en définitive? Ben non. Mais là, je suis trop ému parce que je viens de voir. Je peux pas vous répondre. C'est absolument touchant. D'abord, je trouve touchant que vous soyez allés les voir, que votre équipe, remarquable d'ailleurs, y soit allée, et puis que vous ayez obtenu qu'ils vous répondent. Et puis, je trouve touchant qu'ils disent ce qu'ils viennent de dire. Voilà. On ne sait jamais exactement ce qu'on représente pour les autres. Hein. Même pour ses frères. Même pour ses frères. Je sais bien que mes frères m'aiment, comme je les aime, moi. Mais en plus, c'est un sentiment qui a toujours existé, qui a toujours été très fort et très puissant. Mais depuis que ma mère n'est plus là, ça s'est encore renforcé d'un cran. Et ben là, on est tous les trois maintenant face à la mort. Et donc, on se tient par le bras. Le fait que vous ayez des enfants, des petits-enfants aussi. Oui, j'ai un petit-fils merveilleux. Ouais. 2 petits-fils. Qu'est-ce que vous leur transmettez? Je ne sais pas ce que je leur transmets, mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'ils ont envie d'être avec moi. Donc, ça veut dire que sans doute, je suis... Enfin, le petit, il a 1 an, alors donc il a envie de rien, enfin, en ce qui me concerne. Mais l'aîné, qui a 14 ans, qui habite à l'étranger... Maintenant, il vient chaque trimestre pour passer 2 jours avec moi. Et vos enfants, ils sont critiques à votre endroit? Non. Ils sont critiques sur les détails. Mais non. Ils sont même... c'est ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, je crois. Je ne crois pas qu'ils étaient vraiment très malheureux. J'ai fait très, très attention, à ne pas les impliquer dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que je les ai totalement préservés. Parce que je pense que ce n'était pas la peine de leur coller. Qu'est-ce que vous voulez dire de votre vie personnelle? Ma vie amoureuse. Ah oui. Donc je pensais que ce n'était pas la peine de leur coller ce fardeau en plus. Alors après, j'ai écrit des livres. Ils n'ont jamais rencontré un compagnon? Non, je ne crois pas. D'une manière allusive, mais non, jamais. Et pourquoi vous ne vous êtes pas donné le droit de créer quelque chose? Parce que je pensais que ce serait compliqué pour eux à vivre et que ce n'était pas la peine.
Bon, mais c'est aussi, si j'avais eu tout d'un coup un projet de vie comme un très très puissant et fort, avec quelqu'un en qui j'aurais eu totalement confiance, les choses auraient peut-être été différentes, mais ça n'a jamais été le cas. Donc j'allais pas leur imposer quelque chose, je n'allais pas leur imposer quelque chose qu'ils n'auraient pas choisi eux-mêmes. Voilà. Ça se produit dans beaucoup de familles recomposées. Hein. Peut-être, mais pas pour moi. Mais si je juge par exemple, par l'exemple de ma mère qui s'est mariée 3 fois après mon père, ça fait quand même pas mal. Elle n'aurait jamais épousé des hommes qui ne nous auraient pas aimés, qui n'auraient pas aimé aussi les enfants qu'elle trimballait avec elle quand même. Et donc, il fallait prendre l'ensemble, le paquet cadeau. Quoi. Donc la notion de, on n'avait pas le choix, mais on savait qu'on serait choisi, ce qui était quand même déjà beaucoup mieux. Enfin, vous auriez pu en faire autant. Trouver un compagnon qui aime vos enfants. Eh bien, si ça s'était présenté, ça se serait peut-être présenté, mais ça n'a pas été le cas. Donc, en l'occurrence, pas de passade pour les enfants. Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, vous vous intéressez à tout, on est d'accord? Oui. Notamment à la musique classique. Oui. Évidemment. Est-ce que vous connaissez ces 2 jeunes femmes? Je les ai croisées tout à l'heure. Et Julie. Oui. Vous venez nous rejoindre, ça nous fait extrêmement plaisir. Elles sont mignonnes comme ça. tout. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Julie. Et vous êtes Camille. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez quel âge? Dites-nous déjà, parce qu'à votre âge, on peut se permettre de poser la première question. Oh, votre âge, allez. 7 ans et 19. Ouais. Vous êtes sœur. Oui. Ouais. Vous êtes violoniste, ça on le voit aussi. Vous êtes violoncelliste. Oui, Camille est violoncelliste. Voilà, exact. Et puis, vous avez remporté un concours. Oui, j'ai gagné le concours Prodige il y a 2 ans maintenant, mais c'est un souvenir incroyable d'avoir fait cette expérience, de pouvoir mettre la musique classique en avant comme ça, jouer avec un tel orchestre, un jury de si grande qualité et que l'aventure continue. Et maintenant, on voit plein de petits venir à nos concerts et ça fait vraiment... Des petits, j'aime bien. Et oui, c'est mais vrai que vous êtes très on grande. voit que ça bouge, mais même des enfants de 2-3 ans. Oui. Et c'est vraiment mignon. D'autant que vous avez commencé à quel âge? 2 ans, non? 4 ans. On a commencé à 4 ans toutes les deux. Moi, je réclamais en violon à 2 ans. Camille a réclamé son violoncelle à 3 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous passionnait, qui nous fascinait depuis le début. En fait, c'est vraiment un rêve d'enfant et puis qui maintenant se réalise. Donc c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut faire ce qu'on aime le plus au monde. Mais vos parents n'étaient pas du tout dans ce milieu? Non, maman était prof d'éducation physique. Maintenant, elle est dans le droit et la lecture. Et papa, professeur en technique. Donc rien à voir. Mais ils appréciaient la musique, mais tous les styles de musique. Et nous, on a accroché sur le classique. Alors, qu'est-ce qui s'offre aujourd'hui à vous? Beaucoup de travail, évidemment. On parlait de travail avec Frédéric, mais aussi beaucoup de voyages. C'est sûr, on voyage énormément avec les concerts et on a beaucoup de concerts, on est en tournée, la sortie de notre 2e album et pouvoir rencontrer le public, découvrir des salles mythiques. On joue bientôt à la salle Playel. Pour nous, c'est un rêve depuis toute petite de pouvoir aller dans des salles où il y a tellement d'artistes incroyables qui sont passés. Pour nous, c'est des moments magiques. Mais de plus, vous vous offrez quand même des cadeaux. Thomas Dutronc, sur votre album. Ah oui, c'est la surprise qui nous a fait vraiment plaisir. Donc on l'a rencontré en backstage d'une émission de télévision. Et puis on a commencé à improviser comme ça, spontanément. Et puis on a fait un bœuf d'1 heure après l'émission. Et de là est venue l'idée de faire un titre avec lui sur notre 2e album. On lui a demandé, il a accepté. Donc pour nous, c'était un honneur immense parce qu'on l'admire beaucoup. C'est un chanteur incroyable, mais c'est aussi un guitariste d'une qualité énorme. Donc on était vraiment très touchés qu'il accepte. Alors, vous faites penser un peu évidemment aux frères Capuçon, vous les connaissez, hein, vous avez aussi interprété des choses en commun. Vous dites que ce sont des beaux exemples? Bah, c'est toujours un grand honneur quand les gens nous comparent aux frères Capuçon. Ce sont nos idoles depuis qu'on est toute petite. Donc on essaye de viser l'excellence qu'ils représentent parce qu'ils jouent tellement bien. On admire énormément leur jeu, on écoute leurs disques. Donc oui, c'est vraiment le but vers lequel on aimerait se diriger. Ils sont incroyables. On peut vous entendre? Bien sûr. Qu'est-ce que vous interprétez? Sardasse de Monti, que Julie a arrangé pour 2 violons. C'est un italien, un napolitain? Oui. Non? Exactement. Sardasse, c'est hongrois. Oui, c'est traditionnel. Ouais. Camille et Julie Berthelet.
Ah oui, alors. Bravo. Si vous saviez comme ça donne envie, parce qu'on voit Oh là une là. complicité, un plaisir entre vous. Vous vous regardez en permanence. C'est important, évidemment, non, le On regard se de l'autre. comprend, on se comprend sans parler, c'est ça qu'on aime beaucoup. C'est pour ça qu'on aime la musique, jouer ensemble, on communique Ça avec fait le violon. plus de 12 ans qu'on joue ensemble, donc ce qu'on ressent quand on joue ensemble, on le ressent avec personne d'autre. Il y en a d'autres qui jouent au garage, à la poupée ou au violon, quoi. Allez, donc le 18 décembre, la salle Pleyel, et on dit aussi le 20 mars, hein, quand même. Là aussi, c'est Théâtre des Champs-Élysées. Ah, ça, c'est un rêve. C'est une salle magnifique. On y a entendu des concerts. Être dans le public, c'était déjà une telle émotion. Alors, on va pouvoir voir la salle depuis la scène et ça va être magique, je pense. Ah, c'est vraiment joyeux. Bravo, hein, bravo. Merci Et beaucoup, puis alors, je merci rappelle beaucoup. évidemment Camille et Julie Berthollet. Cet album, c'est le deuxième d'ailleurs en duo. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Frédéric, je vous emmène aux deux ados. Deux ados avec vous, Frédéric Mitterrand, et des réponses du tac au tac. Un défaut dont vous aimeriez vous débarrasser? La paresse, Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? les cigares, Aimeriez-vous être votre ami? oui. Avez-vous plus souvent quitté ou été quitté? J'ai plus souvent été quitté. Le prétexte que vous invoquez pour refuser une invitation à dîner? Absent de Paris. Je mens. Quel est le comble du snobisme selon vous? Dire qu'on n'est pas snob. Si vous étiez un héros de fiction, qui seriez-vous? Robinson Crusoe. Sur un site de rencontre, comment vous vous présenteriez? Vieux mais ne les faisant pas, pauvre mais jouant aux riches, pas ennuyeux, géométrie variable. Vous pensez que ça va marcher? Je suis pas sûr. Est-ce que vous préférez une vérité qui fait mal ou un mensonge qui console? Non, une vérité qui fait mal. As-tu l'amour rédhibitoire? Ma propre image dans un miroir. Un cauchemar récurrent? Ma propre image, non. Repasser mon bac. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Des souffrances infligées à un enfant. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Non. Jamais. Votre plus... Même Castro, je n'ai pas souhaité sa mort. Et pourtant, je le déteste. Avez-vous déjà eu recours à des implants capillaires? Oui, 3 fois. Mais ce n'était pas Jérôme Cahuzac, malheureusement, parce qu'il était très très bon dans ce domaine. Et je pense qu'il faudrait que je refasse encore une fois, parce qu'on peut le faire 4 fois. Avez-vous déjà pris du Viagra? Oui. Aucun résultat, j'ai eu la migraine. Avez-vous déjà pris des antidépresseurs? Non. Ah si, il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais en fait, je préférais les avoir dans ma poche pour me dire qu'au cas où. Mais je m'en servais très peu. Que feriez-vous si vous étiez une femme le temps d'une journée? Je draguerais comme un fou. En me disant, enfin, ça marche. Chez quelle personnalité vous aimeriez pouvoir rentrer en catimini, en loose day? Chez la reine d'Angleterre, peut-être. À votre mort, quel épitaphe vous souhaiteriez que l'on inscrive sur votre tombe? N'a fait de mal à personne. Et si je vous dis Jeanne Moreau? À ce moment-là, je mettais une voix ensorcelante, des souvenirs de cinéma magnifiques, des chansons merveilleuses. Et une notamment? Ah oui, Les Mensonges. C'est une chanson que j'ai entendue il y a très longtemps et que j'ai offerte à un de mes amis qui était en train de mourir d'une maladie qu'on pourrait soigner aujourd'hui, qui était mon ami de cœur. J'avais 16 ans, il en avait 17. Et il n'écoutait que cela jusqu'au moment où ça s'est terminé. Les Mensonges. Jeanne. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tu peux baisser les yeux, m'ébouriffer mes cheveux et dire ce que tu veux, je ne te crois pas. Elle avait les cheveux courts à l'époque. C'était après la baie des Anges. Ouais, s'était fait couper les cheveux très courts. On la salue, Jeanne Moreau. Si par hasard elle regardait cette émission, vous dites d'ailleurs. Faut la saluer, c'est une personne Ouais. fantastique. Carrière fantastique, une actrice fantastique. Elle a illuminé le cinéma français et elle l'illumine encore puisque elle a tourné dans tant de bons films que l'on regarde encore. Oui, et puis elle a aidé beaucoup de jeunes réalisateurs. Incroyable.
Incroyable. Jeanne Moreau, c'était bien de terminer cette émission en sa compagnie. Je voulais vous offrir ce livre. Ah, des cadeaux. Oui, Président au cœur du pouvoir, Ah oui. de Jean Garrigue, préface de Jean-Louis Debré aux éditions La Faune. Il est historien, il est professeur et il raconte l'histoire des présidents de la Ve République à travers des images, des photos célèbres ou inédites. Oui. Et puis ce dictionnaire amoureux, illustré de l'opéra, Alain Duhaut, bien sûr. C'est merveilleux comme d'avoir des cadeaux comme Vous ça. le connaissez, évidemment. Oui, bien sûr. On l'apprécie beaucoup. Et on apprend beaucoup de choses, même si déjà vous savez pas mal de choses sur l'opéra. J'en sais quelques-unes, mais bon. Ah, c'est formidable, toutes ces photos. Ça vous plaît? Oui, ça me fait très plaisir. Tant mieux. Vous avez remarqué que je manquais de livres à la maison? Oui, exact, oui. Il faudra acheter un appartement encore un peu plus grand. Je voulais aussi saluer celui qui est exposé sur le plateau de Thé au Café. Il s'agit de Bertrand Créache. Pour ses peintures, pour ses sculptures, il expose jusqu'au 18 février 2017, donc à la galerie Françoise Livinec, 24 rue de Penthièvre, à Paris dans le 8e. Dans son travail qui mêle bois, aquarelle, Bertrand Créache fait référence à la nature, au monde végétal et minéral. Vous aimez bien notamment cette sculpture, dites-vous? Ouais. Oui. Il y en a une autre aussi derrière vous. Il y a un tableau là, noir et blanc aussi. Très beau. Qui est très beau. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai remarqué en rentrant. Oui, tout à fait. Observateur. Bon. Frédéric, la semaine prochaine, on recevra Olivia Ruiz. Ça va être pétillant. Et puis, le lendemain, on sera... Alors, ce sera la dernière émission de l'année. Vous savez, en général, vous connaissez ça, c'est un florilège, c'est un best-of. Ça permet de revoir tous nos invités depuis le mois de septembre. Il y en a presque 30. Et on aura évidemment plaisir à vous repasser ces moments, à les rediffuser, ces bons moments voilà, où on parle de soi, où on parle aussi des autres. Voilà, vous le connaissez tous. Hein. Je connais un certain nombre. Vous en connaissez beaucoup. Je connais beaucoup. Oui. Et j'en apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Merci je rappelle reçu. évidemment ce livre, Mes regrets sont des remords, Frédéric Mitterrand, aux éditions Robert Laffont. Ouais. L'émission elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr et sur notre site aussi, Thé au Café, ainsi que sur notre chaîne aussi, YouTube. Voilà, vous savez tout. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous passez une très bonne semaine. Portez-vous bien. Puis soyez heureux. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous, Frédéric. C'était bien, c'était bien. On a fait un petit point, là. On a fait le point, en plus. On a fait le point. Oh, ça va mieux. Hein. On va faire un petit... allez. Une petite chose que vous n'aimez pas, sans doute. Regardez.